Monsieur Sylvain, vous manifestez notamment depuis le 14 juillet, et d'ailleurs qui était une grande manifestation le 14 juillet. Et, on voulait savoir pour quelles raisons vous manifestez. Alors, pour plusieurs raisons. La première étant que nous ne sommes plus dans un état de droit, dans le sens où lorsque des politiciens qui sont de haute responsabilité de l'État se permettent de violer la loi, et notamment des lois les plus importantes concernant les intérêts fondamentaux de la nation, il est un devoir pour le peuple de ne pas rester dans l'apathie et comprendre que ses intérêts vitaux sont en jeu et qu'il faut donc se soulever. Actuellement, M. Hollande ainsi que certains de ses ministres se rendent coupables de ce qu'on appelle des intelligences avec des puissances étrangères. C'est le crime de trahison au droit pénal. Pour ceux qui veulent fouiller un peu, c'est l'article 405 du code pénal et il y en a d'autres. Il y en a 9 articles comme ça qui parlent de trahison. Ils se rendent coupables notamment dans l'affaire des navires Mistral qui compromettent la Russie. Ils s'en rendent coupables dans l'affaire des écoutes téléphoniques rapportées par Edward Snowden. Ils s'en rendent coupables aussi au niveau de l'affaire de l'avion d'Evo Morales qui en avait interdit le survol de notre territoire. Et enfin, notre constitution est complètement aliénée puisque la souveraineté nationale, qui est un principe constitutionnel qui apparaît dès le départ de notre constitution, est reconnue depuis la constitution de 1793 comme une et indivisible, imprescriptible et inaliénable. Ça signifie qu'on ne peut pas retirer des pans de souveraineté au peuple français, sans quoi il n'a plus de démocratie et qu'il n'a plus de contrôle, notamment actuellement sur sa monnaie, sur son commerce extérieur, sur beaucoup de choses. Et quand on n'a plus le choix des réglementations, des lois que l'on veut faire chez nous parce que des traités européens nous imposent leur idéologie sans qu'on ait de contrôle dessus, et que les référendums sont violés lorsqu'on ne veut pas de ces traités, et il y a un moment, il faut savoir appeler un chat un chat, nous ne sommes plus en démocratie. D'accord. Et vous m'avez parlé, vous dites qu'on est toujours sous écoute, c'est ça aussi? Alors, les Américains espionnent copieusement nos communications téléphoniques. Le journal Le Monde avait révélé que plus de 70 millions de données de télécommunications téléphoniques des Français avaient été enregistrées par la NSA. C'est-à-dire qu'en fait, apparemment, ça aurait été livré par l'État français à la NSA. Et des communications de diplomates et aussi d'élus et hauts fonctionnaires de l'État ont été espionnées. Il faut savoir que les communications des Français sont protégées par différentes lois qui sont autant dans le code pénal que dans le code de la défense. Donc c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Et lorsque l'on parle de communiquer pour le service de renseignement contre le terrorisme entre États des données de télécommunications, on parle en général de quelques dizaines, voire quelques centaines de données maximum chaque année. Lorsqu'on passe à plusieurs dizaines de millions, on sous-entend que la majorité des Français seraient des terroristes. Donc c'est là où ça ne va plus. Donc si je comprends bien, vous dites qu'ils se servent du motif du terrorisme pour espionner, pour écouter presque tout le peuple français. En fait, c'est une coopération entre j'ai pas envie de dire l'État français parce que l'État ne peut pas être incarné par des gens qui violent la loi, mais par les élus qui étaient aux responsabilités au moment parce que ça a démarré sous Sarkozy, ça continue sous Hollande. Et lorsque l'État français, les services de renseignement français livrent même de telles données aussi massivement que cela, ça n'est plus un simple acte d'espionnage subi, c'est de la livraison. Là, c'est l'article 411.2 ou 403 si ma mémoire est bonne, l'article 406 du code pénal. Il faudra regarder, je laisse vous. D'accord. Mais voilà, c'est la livraison de données à une puissance étrangère. D'accord. Et je voulais poser une autre question. C'est à propos des médias en fait. Est-ce que aujourd'hui les médias, on peut vraiment leur faire confiance? Alors oui et non, parce qu'en fait, il y a ce qu'ils appellent la pensée unique en général, c'est une pensée de l'establishment, c'est-à-dire toujours les mêmes politiciens, les mêmes soi-disant économistes, intellectuels qui vont être invités sur le plateau, et évidemment toujours les mêmes journalistes qui sont tous européistes et très atlantistes, c'est-à-dire qui cautionnent tous les traités européens, malgré le fait que le peuple français n'a pas l'air d'accord au vu des référendums et des résultats électoraux différents
notamment nous en tant que Français, qui avons le culte de l'universalisme à la française, de l'internationalisme, comment peut-on considérer que ce sont des valeurs que l'on défend. Donc les médias ont une tendance à défendre des choses qui sont inacceptables, et en même temps ils vont mélanger ça avec des informations qui sont souvent correctes, parfois neutres dans leur traitement, mais qui sont tellement plus infimes que c'est débordé par toute la propagande. Donc j'invite d'ailleurs les personnes qui visionneront votre vidéo à faire attention aux exercices de communication des médias, parce que quand on parle de repli sur soi, de péril nationaliste, qu'est-ce qu'on a comme de démocratie, enfin voilà, il y a des termes qui sont de la pure communication, des gens comme Orwell, comme je ne sais pas comment il s'appelait, ce nazi qui était spécialiste sur toute la propagande. C'est de la communication de guerre, c'est de la communication pour faire croire aux Français que être dans l'Union Européenne, c'est être dans l'Europe, ce qui n'est pas la même chose, et que ce serait la chose la plus magnifique au monde, que ça garantirait la paix, ce qu'il faut. Factuellement, ça n'a pas empêché la guerre des Balkans, ça n'a pas empêché la guerre en Ukraine, et ce qui a empêché les guerres depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en vérité, c'est le fait que la France et le Royaume-Uni soient dotés de l'arme nucléaire, ce qui fait que ça annule toute velléité contre nos pays. D'ailleurs, en parlant d'armes nucléaires, si je ne me trompe pas, ils ont conclu un pacte avec l'Iran il n'y a pas longtemps, non? Oui, alors je n'ai pas trop suivi, mais ce qui est assez intéressant dans cette négociation avec l'Iran, c'est que les États-Unis n'ont cessé, comme avec la Russie, la Syrie, de nous dire prenez des mesures, des sanctions contre ces pays, des sanctions commerciales notamment, et qu'en parallèle, les États-Unis traitent commercialement de façon très ouverte avec l'Iran, la Russie et d'autres pays sur qui nous devrions poser des sanctions. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. S'agissant de la souveraineté iranienne sur ses composantes civiles et militaires quant à l'arme nucléaire, il faut voir que l'Iran c'est un vieux peuple. La Perse, c'est plusieurs milliers d'années d'histoire. C'est un pays très administratif. Donc, encore une fois, comme dans tous les pays, il y a des problèmes de démocratie et on n'a pas de leçon à leur donner, je pense, là-dessus. Mais pour autant, les Iraniens, à mon sens, ont le droit non seulement au nucléaire civil pour disposer d'une souveraineté, d'une indépendance énergétique, mais aussi ont le droit même, par rapport aux velléités d'Israël à leur égard, de pouvoir être dotés de l'arme nucléaire, non pas pour entrer dans des conflits militaires qui n'avantageraient personne, y compris l'Iran, mais simplement pour pouvoir être sûr que le Pakistan qui a voté ou Israël ne cherchera pas à les agresser. Ça paraît normal pour une nation comme la leur. Comment vous voyez l'avenir de la France dans, on va dire, quelques années, voire 10, 20 ans? Alors je suis subjectif, mais je pense qu'il est fort probable que M. Hollande ne termine pas son mandat dans des conditions habituelles. On risque de basculer vers l'insurrection, même si aujourd'hui malheureusement on est très très loin d'un rassemblement qui a produit ses effets, parce qu'on est malheureusement en été, que c'est les vacances et qu'on a un petit peu des mobilisations. Mais il y a sur les réseaux sociaux plus de 150 000 personnes qui ne veulent pas faire le choix du Front National ou du Front de gauche pour se réapproprier des questions de démocratie essentielles, d'économie, de régulation économique, etc. Et ces gens-là ne veulent pas tomber dans ces pièges électoraux, ils n'y croient plus, ils préfèrent encore aller vers l'insurrection, et petit à petit ça s'organise un petit peu comme ce qui s'est passé dans les pays arabes, notamment en Égypte ou en Tunisie, ou pour les indignés en Espagne. Donc je pense que l'insurrection va venir, et que même sans insurrection, le fait que l'euro est un mécanisme qui est très mal connu des Français en général, c'est un mécanisme qui est non viable, qui à la fin ne pourra qu'exploser pour des questions de balance des capitaux, c'est-à-dire qu'on n'a pas la liberté d'avoir un contrôle sur les mouvements de capitaux. C'est ce qui fait les difficultés actuelles des pays comme la Grèce, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme le Portugal. Et comme on ne peut pas rétablir ce contrôle sur les mouvements de capitaux parce que c'est interdit par traité, nous avons des fuites massives de capitaux qui font que les États qui vont mieux, comme l'Allemagne, la France ou les pays du Nord, sont obligés, malgré que ce soit interdit par traité,
de redonner de l'argent avec les impôts de leur propre peuple à ces États pour des questions de spéculation boursière sur l'euro. Donc, in fine, ça sera plus possible, puisque si on devait continuer à ce rythme-là, il y aurait un moment où l'Allemagne devrait faire le choix de mettre 10% de son PIB pour faire tenir l'ensemble, ce que les Allemands ne voudront jamais. Il faut bien voir qu'on a 28 parlements nationaux qui décident de tout ça et que les Allemands ont en plus une cour constitutionnelle qui est très à cheval sur le respect des traités et des lois allemandes. Et l'Allemagne sera la première à sortir pour des raisons purement financières, si jamais ça n'est pas une crise politique en France qui soit majeure, qui nous fait sortir de là. D'accord. Et je voulais poser une autre question qui est en fait, est-ce que vous croyez qu'il y a des sectes qui sont derrière nos dirigeants, notamment on parle des Illuminati par exemple. Alors, il y a des influences étrangères qui viennent de partout. Je ne pense pas que tout ce qui est Illuminati, franc-maçonnerie, le fameux complot juif, encore faudrait rentrer dans le profondeur pour parler de ce genre de termes, parce que avec la sémantique, on va très vite dans des généralités et puis dans des accusations imbéciles. Je ne pense pas en fait que ces ingérences-là soient les pires. Les ingérences financières ou les ingérences de puissances étrangères comme les États-Unis sont nettement plus graves et plus conséquents dans leurs effets que quelques illuminés qui se retrouvent dans des clubs plus ou moins ésotériques. Alors certes, ces gens-là, malgré tout une influence, il faudra assainir, mais plutôt que de parler d'assainissement au cas par cas en parlant de franc-maçonnerie, d'illuminati, de choses comme ça, il faut simplement faire une loi générale d'assainissement au moment où on aura repris le pouvoir, qui vise à dire que l'État doit être absolument indépendant de toute influence étrangère. Nous défendons les intérêts fondamentaux du peuple, les élus représentent et incarnent le peuple dans sa diversité, peu importe leur fonction. Lorsqu'on a par exemple, si on prend le sujet de la franc-maçonnerie qui est assez simple, il y a 300 000 francs-maçons en France, et on constate que au gouvernement, ils sont majoritaires. Donc comment dire que 300 000 francs-maçons qui ne représentent même pas 1% de la population française peuvent être représentatifs de l'ensemble de la population à travers les idéaux, les réflexions qu'ils peuvent avoir au sein de leur club de réflexion. Comment peuvent-ils se retrouver en majorité dans un gouvernement? C'est un problème de démocratie essentiel qui dépasse le fait que ces gens-là soient francs-maçons ou pas. C'est d'abord une question de représentativité. D'accord. Je tiens d'abord à rappeler que cette vidéo est dédiée aux jeunes, mais ça peut aussi concerner les adultes. Et une question sur les jeunes aujourd'hui, que pensez-vous des jeunes d'aujourd'hui qui quand on leur parle ne croient pas Alors je suis un petit peu entre deux visions, parce que d'un côté on a le phénomène des réseaux sociaux qui me démontre qu'il y a quand même énormément de jeunes qui s'éveillent très vite, et ce qui est assez rassurant. Et de l'autre côté, on a quand même un système qui est très consumériste, qui vise à nous individualiser au maximum et qui nous communautarise aussi, qui fait que la jeunesse elle-même, sous le poids de l'éducation nationale et du système général, a tendance à perdre dans ces connaissances que les jeunes il y a 30 ans pouvaient avoir, pour savoir ce que c'était justement le fonctionnement de la démocratie. Et donc je sais pas, j'ai l'impression que cette jeunesse est la première à vouloir se réveiller au bon moment, qu'elle n'y croit pas parce qu'elle a l'impression que tout est inamovible. Et j'espère en fait très honnêtement que cette jeunesse va se réveiller et comprendre qu'en fait, par le passé, c'est lorsque la jeunesse s'est réveillée, mai 68 était le meilleur exemple, que l'ensemble des Français se sont réveillés, que les ouvriers ont suivi, que les partis politiques ont suivi, que les syndicats ont suivi. C'est cette jeunesse qui a son destin en main et qui n'a pas le choix, parce que moi je me bats, j'ai 35 ans en étant encore un peu jeune, donc j'espère quand même pouvoir profiter de l'après-insurrection pour profiter de la vie tout simplement. Mais à la rigueur, je fais déjà presque partie de la génération sacrifiée. En revanche, la génération qui actuellement va devenir adulte, qui a votre tranche d'âge, qui va arriver à 18-19 ans dans très peu de temps, c'est la génération qui n'a plus rien à perdre. Parce qu'actuellement, c'est une génération sacrifiée, il faut absolument que les jeunes le conscientisent. Vous avez le droit et le devoir de vous informer parce que vous jouissez d'Internet, ce qu'on n'avait pas, parce que j'avais pas à 16 ans. Vous avez des possibilités d'éducation qui sont nettement plus fortes qu'auparavant. Vous
pouvez accéder au savoir et vous pouvez aller très très vite pour éveiller l'ensemble des Français. Donc faites-le. D'accord. Je vous remercie, monsieur Laurent. C'était un plaisir. C'était un plaisir aussi. Donc, monsieur Laurens, vous êtes là aujourd'hui à cette manifestation. J'imagine que vous avez fait la manifestation du 14 juillet. J'étais là le 14 juillet. Oui. Et quel est le but de cette manifestation Ici aujourd'hui? Aujourd'hui ou 14 juillet depuis Alors, en ce qui me concerne, pour ce qui est de la manifestation du 14 juillet, je trouvais que c'était un peu bizarrement organisé par le CNT de M. Chéry. Oui. Et je fais partie d'une association qui s'appelle le Cercle des volontaires. C'est ça, oui. Et on avait fait un travail sur Eric Fiorilh et le mouvement de la démosophie peu de temps avant la manifestation du 14 juillet, en témoignant de notre opposition au personnage en fait, d'Eric Fiorilh. Et du coup, j'y suis allé un peu en tant qu'observateur de la chose. Et, c'était un joyeux bordel toute la journée pour ce qui est du 14 juillet. Ouais. Ensuite, je me suis mis avec Sylvain Baron qui est là, à côté de l'Assemblée nationale. À côté de l'Assemblée nationale où il s'était posté. Et puis je les ai suivis eux toute la journée. Et ça continue avec les sittings devant les médias. D'accord. Et que pensez-vous du gouvernement français actuellement Totalement incompétent. Un massif de criminels qui devraient tous être traduits en justice. Sans doute tous, ou au moins il faut ouvrir des dossiers d'instruction sur tout le monde. Vous pensez qu'il y a des complots avec les États-Unis, d'autres pays J'en ai la certitude. Incertitude, d'accord. Est-ce que on entend beaucoup parler des sectes, des Illuminati par exemple, qui seraient derrière nos dirigeants et ils disent qu'ils contrôlent ce monde. Vous y croyez Qu'est-ce que vous pouvez nous dire votre avis sur ça? Ouais, je peux. Les Illuminati, c'est un nom qui leur est donné. C'est un nom un peu fourre-tout. Les Illuminati de Bavière n'existent plus officiellement depuis que le prince gouverneur de Bavière, je ne sais plus qui, les avait abolis. Mais sensiblement, ils continuent à exister sous d'autres formes. En ce qui me concerne, je penche plutôt pour un complot anglo-saxon à la base, qui part des familles aristocratiques, surtout européennes en fait, et qui cherchent à mettre sur pied une dictature mondiale. Oui, je le vois en train de se produire. D'accord. Et une autre question, vous pensez quoi des jeunes d'aujourd'hui? C'est notre espoir, c'est l'espoir de tout le monde. Il faut surtout que les jeunes sachent voir derrière les mensonges et qu'ils sachent que la vie, en fait, elle est faite pour vraiment être vécue pleinement. Et que c'est pas avec le modèle occidental tel qui nous est présenté tel quel aujourd'hui qu'ils vont pouvoir s'épanouir. Je trouve que les jeunes sont dans une situation très précaire, très dangereuse. Et j'ai beaucoup de peine pour eux. Donc vous pensez que les jeunes d'aujourd'hui, on est un peu dirigés par les médias où les jeunes d'aujourd'hui ne voient que ce qu'ils croient. Enfin, ils croient ce qu'ils voient. Il faut que les jeunes soient curieux. Il faut qu'ils veuillent découvrir tous les détails, la vérité de la vie, qu'ils soient curieux, qu'ils aient soif de la vie. Sinon, effectivement, c'est très facile de s'asseoir toute la journée devant sa télé, de rester chez de voir personne, de se préoccuper que de futilités superficielles. Et malheureusement, c'est les médias, non seulement les médias, mais c'est toute une industrie pour aboutir les gens. Les générations deviennent de plus en plus stupides. Et aussi incite à consommer de plus en plus. Enfin, on parle de société de consommation aussi. On réfléchir, on cherche à voler l'identité, les racines de l'identité des gens, et les contrôler.
Parce que les gens qui sont déracinés, sont perdus, donc c'est très facile de les contrôler. On leur met des carottes matérialistes devant le nez, et puis ils sont tellement éperdus qu'ils y vont. Et vous parlez de contrôler, vous pensez que ça passe d'abord par les médias, le contrôle? Ça passe par les médias, parce que ça passe beaucoup par les médias, ça passe aussi par le pouvoir de la force militaire. Il y a plusieurs bras du pouvoir. Il y a la force militaire, il y a ensuite la force économique, il y a aussi la force culturelle, finalement, avec l'éducation et les médias. Les médias, c'est une énorme chose. Oui. Ça ne recrache que les choses qui vont dans le sens donc, de l'abrutissement des gens et surtout entretenir toujours le même mensonge basé sur Israël, la protection d'Israël, etc. Tout ça, ce sont des faux semblants pour cacher pour camoufler des stratégies plus globales. Ils se servent des gens, ils se servent des juifs aussi, ils se servent de tout. Donc les gens se laissent faire. Moi, je n'ai pas l'intention de me laisser faire, c'est pas ça que je suis. Donc merci d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Lorenz. Et je vous souhaite bon courage. Merci à vous.